Maintenant, la troisième table ronde qui porte sur la formation universitaire. On pose la question suivante. Pourquoi et comment intégrer les savoirs de la pédiatrie sociale en communauté au curriculum universitaire? Donc, moi, je suis résidente en pédiatrie en deuxième année à l'Université McGill. Puis, dans le cadre de notre résidence en pédiatrie, on a un stage de 1 mois obligatoire à faire en pédiatrie sociale. Comment ça fonctionne, c'est qu'il y a un volet clinique. Donc, on va dans les cliniques multiculturelles, on va aussi dans les cliniques avec les Premières Nations, Inouï, Métis. On peut également aussi aller avec la clinique du docteur Julien. Donc, ça m'a vraiment permis de voir une facette différente là, de vraiment les hôpitaux avec les soins intensifs pédiatriques et les étages. Juste pour parler un peu de mon expérience à la clinique du docteur Julien aussi, j'ai été vraiment emballée de voir l'équipe, de voir la façon qu'on approche les enfants, les familles. Je pense qu'il y a vraiment une ambiance, une atmosphère qui se dégage de là qui fait qu'on tombe en amour avec l'ambiance, avec les familles. On a le goût de s'impliquer. Donc, je pense que ça, c'était vraiment positif. Il y a aussi un volet au niveau des organismes communautaires qui, selon moi, est essentiel. Donc, tous les résidents en pédiatrie devraient passer par cette expérience-là. Donc, j'ai été à l'Anonyme, qui est en fait un autobus qui fait de la prévention des méfaits. Donc, on va pendant la nuit, on se promène dans les rues de Montréal et puis on fait de la prévention au niveau des maladies transmises sexuellement. Donc, on donne des condoms, des choses comme ça, des informations aussi. Puis également, prévention au niveau de la toxicomanie. Donc, on va fournir des seringues stériles. On va donner l'information sur ça. Ensuite de ça, c'était un volet. Il y avait un autre, puis je ne pourrais pas toutes les nommer, là, mais il y avait aussi avec les enfants de l'espoir, on a fait bébé kangourou. Donc, c'est des familles qui vont se regrouper, des familles de différents milieux, différentes sphères socio-économiques aussi, qui vont se regrouper avec leurs bébés, qui vont venir partager avec une éducatrice une stimulation de leurs enfants. Ils partageaient leurs expériences. C'était vraiment merveilleux à voir. Donc, j'étais gâtée de pouvoir faire partie de ça. Au dispensaire diététique de Montréal, où j'avais une session sur l'allaitement. Donc, c'est ça qu'on discutait hier. Là, en tant que résidente en pédiatrie, j'ai jamais eu d'expérience avec l'allaitement, puis c'est pourtant tellement important. Donc, on avait vraiment une session là, pratico-pratique sur les positions d'allaitement, les bienfaits, tout ça. J'ai été aussi visiter l'organisme Petit Rêve Deck qui vient en aide aux mères plus jeunes, dans le fond, souvent monoparentales, qui veulent retourner à l'école ou des choses comme ça. C'était vraiment comme excellent comme expérience. Puis je pense que tout le monde devrait pouvoir participer là, dans un type de stage comme celui-là. Oui, j'ai vraiment aimé votre perspective donc du point de vue de l'interne. Et j'aimerais peut-être, lorsque je vais retourner dans mon hôpital et puis également aussi de pouvoir mettre en place les programmes pédiatriques de pédiatrie sociale parce qu'on n'en a pas. Donc, en tant que directrice du programme de la protection de l'enfance de l'hôpital d'Ottawa, eh bien, j'ai mis en place il y a 15 ans en fait une résidence qui est obligatoire pour donc les résidents deuxième année de pédiatrie pour la protection de l'enfance. Et les commentaires que j'ai faits avec certains d'entre vous, vous savez que je ne suis pas simplement en faveur de la protection des enfants contre vraiment la maltraitance, mais également faire la promotion des droits de l'enfant. Donc ceci a été incorporé dans une sorte de programme en rotation de protection de l'enfant. Il y a également aussi un cours de 2 semaines que j'ai ouvert pour les étudiants en médecine. Parce que je vois vraiment des cas vraiment dramatiques, comme nous le voyons tous, des situations extrêmement difficiles, tristes. Mais la réaction que j'ai de la part des résidents et de ce programme de résidence, et ils sont très intéressés par ce domaine. Et moi, cela également me donne de l'espoir et me motive encore plus. Moi, j'aime toujours avoir des étudiants qui soient avec moi pour justement une sorte de débriefage à la suite de leur cours, de leur résidence.
à ce sujet. Alors, simplement pour dire que ma perspective a certainement évolué et j'espère pouvoir mettre en place ce genre d'approche. Et j'aimerais savoir, pour les personnes autour justement de la table ronde, c'est quoi la pédiatrie sociale? C'est quoi la pédiatrie sociale communautaire? Moi, j'ai besoin du nom, j'ai besoin de pouvoir valoriser ceci au sein de mon hôpital. Je ne travaille pas tellement, bien sûr, donc au niveau de la communauté. Bon, je me rends dans les écoles, dans les centres de santé, mais tout ça, c'est payé par l'hôpital, dans le système provincial. Mais j'aimerais avoir davantage d'informations. J'aimerais avoir... Bon, je connais la valeur. Je n'ai pas besoin, pour moi, qu'on me prouve la valeur de la pédiatrie sociale communautaire. Mais nous avons besoin de voir que cela fonctionne. Et j'aimerais peut-être ouvrir un espace pour dire à mes chefs, à mes supérieurs hiérarchiques. Donc, lorsque l'on voit un programme, on va directement voir les pédiatres et on ne doit pas appeler directement la DPJ. Tous ceux qui connaissent le système, bon, vous savez que ces gens dans la DPJ font ce qu'ils peuvent, mais ils ont tellement des charges de travail, ils font beaucoup d'enquêtes, il faut qu'ils ferment un dossier. Ou alors, on ne voit pas où est le soutien à la famille. On a vraiment besoin de cette approche de pédiatrie sociale. On a besoin de cet espace de soutien aux familles. Et ce n'est pas simplement la criminalisation de la législation provinciale en matière de protection de l'enfance, mais il faut bien sûr écarter beaucoup plus et avoir également reprendre la législation positive, celle qui découle de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Alors, dans deux des projets dont je peux parler, il y en a un, vous pouvez aller sur le site web et ça s'appelle CRED Pro, donc c'est l'éducation des droits de l'enfant avec les professionnels. Et je travaille avec un groupe international qui est basé dans le Colombie-Britannique sur l'Institut international pour la défense des droits de l'enfant. Et il y a certains programmes que vous pouvez utiliser en ligne auxquels vous avez un accès direct. Il y en a notamment pour le développement de la petite enfance, les différentes écoles de psychologie et d'éducation dans tous les secteurs. Et vous pouvez vous joindre à tous ces programmes qui sont des programmes ouverts et nous développons un petit peu des programmes qui sont en fait modulaires avec 6 ou 7 modules génériques que vous pouvez utiliser dans chacun de vos secteurs à travers le monde. Ça va être différent en Australie, en Nigeria ou ailleurs. L'autre élément qui est important, et je vais peut-être vous en parler un petit peu plus tard, lorsque l'on parle donc je travaille avec Jeff Goldhagen pour développer en termes de pédiatrie sociale en communauté, comment justement l'Académie américaine devrait également intégrer ce genre d'approche de pédiatrie sociale. Mais ce que je veux faire surtout avec vous cet après-midi, parce que depuis quelques jours, je réfléchis beaucoup à la question qui a été mise dans le descripteur de cette table ronde-là, c'est comment intégrer le savoir local qui est développé dans les centres de pédiatrie sociale dans nos cours à l'université. Et comme c'est vendredi après-midi, qu'on est tous quand même intéressés mais fatigués, en fait, j'aurais une histoire à vous raconter qui a constitué pour moi l'élément déclencheur qui m'a amené à intégrer le savoir-faire local des centres de pédiatrie sociale dans mon enseignement à l'université. Je vais juste vous dire quelques mots, mais je ne la décrirai pas tout de suite, cette expérience-là. J'espère que j'aurai l'occasion tantôt d'en parler plus en détail. Je suis professeure de stage à l'université par choix, donc je me rends dans les milieux d'intervention pour rencontrer les étudiants. Je me promène dans les milieux. Et à un moment donné, dans une même journée, je suis allée faire une visite de stage dans un milieu, je dirais, traditionnel, dans ce qu'on appelle maintenant les C3S et ce qu'on appelait anciennement les CLSC. Et dans la même journée, j'avais pour la première fois rendez-vous à l'assistance aux enfants en difficulté. Je devais rencontrer Julie Desharnais et les intervenants parce qu'eux étaient à la recherche d'une personne qui accepterait de superviser le groupe d'intervenants. Alors, je vais vous relater ces deux expériences-là qui sont très contrastées. Vous allez pouvoir le constater vous-même. Et ça m'a amené donc à changer beaucoup de choses dans mon enseignement, à remettre en question plusieurs éléments de ce que j'enseignais auparavant.
Voilà. Si j'ai le temps, je vous parlerai aussi de certains obstacles qu'on rencontre dans le milieu universitaire pour mettre en place des programmes interdisciplinaires, intersectionnels. Et je pense que si je vous parle de ça, ça va m'amener à vous parler de toute l'importance de la pensée complexe. Je serais éventuellement peut-être intéressée à vous parler des joies, mais aussi des défis de l'interdisciplinarité et de toute l'importance du travail clinique, parce que dans les universités, maintenant, ce qu'on valorise énormément, c'est la recherche subventionnée, mais au détriment d'une passion, je dirais, pour le travail clinique. Voilà. Très intéressant. Docteur, merci beaucoup. Je ne sais pas si on aura le temps de tout couvrir. I don't know if we'll have time to cover all this, but it's really interesting. Docteur Julien, je n'ai pas besoin de vous présenter. En fait, moi, l'histoire de formation est née du grand défi de la pérennité de l'organisation et de la pédiatrie sociale en communauté. C'est qu'on se suffisait à nous-mêmes pendant plusieurs années, donc on était satisfait de nous-mêmes et la population aussi, puis ça nous suffisait. Mais à partir du moment où il est venu des gens pour dire, bien, on aimerait ça, voir ce que vous faites. C'est quoi au juste la pédiatrie sociale en communauté, tout ça. On essaie de passer d'une formation par exposition qu'on a fait depuis plusieurs années avec des résidents en médecine, en pédiatrie, mais aussi des intervenants sociaux de droit et autres. Mais on n'y arrive plus parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la pédiatrie sociale en communauté, donc l'exposition ne suffit plus. Je veux souligner que l'exposition a été faite en collaboration d'abord avec les deux hôpitaux pédiatriques, le Sainte-Justine et Montreal Children, mais beaucoup en interrelation avec le groupe de Rochester, Jeff et Andy, qui nous ont reçus chez eux, qui sont venus nous aider. Et on a développé un premier stage qu'on appelait d'exposition, un peu ce que Karine décrit, où les étudiants, pendant un mois, sont exposés à différents milieux communautaires, aux différents enjeux communautaires, et avec l'espoir que quelques années plus tard, ça aboutirait à une espèce de fellowship en pédiatrie sociale, ce qui ne s'est pas vraiment encore réalisé. Et nous, on voulait dépasser le stade du stage d'exposition qui est correct, mais qui, à mon sens, on va débattre aujourd'hui, donc on peut être un peu provoquant. On a dépassé un peu ce stade-là, puis j'espère que les résidents dépassent ce stade-là. Et pour nous, cette partie-là devrait être faite avant, de façon spontanée. Alors, les étudiants qui nous intéressent maintenant, c'est ceux qui ont déjà travaillé en communautaire, qui ont déjà des expériences en dehors du pays, qui ont innové et qui viennent joindre un groupe d'innovateurs sociaux. La marche est haute, mais c'est vraiment le type d'étudiants qui nous intéresse maintenant. Et cette partie exposition-là devrait avoir été faite depuis longtemps quand on arrive en résidence pour vraiment passer à des stages beaucoup plus intenses au niveau clinique où on va apprendre l'interdisciplinarité puis tout ce qu'on veut qu'ils apprennent en pédiatrie sociale en communauté. Et donc, depuis 2 ans, on a un module formation. Pour nous, c'est devenu une priorité. Et avec l'aide de nouveaux intervenants comme Diego, Romain et d'autres, on est en train de capter la connaissance essentielle clinique qu'on veut livrer. Mais c'est une première, on n'a jamais fait ça, parce que ça se faisait par exposition. Alors, ce bout-là est en train de se développer et on va devoir trouver des nouvelles méthodes technologiques aussi pour le diffuser beaucoup plus large à notre mouvement, bien sûr, mais à d'autres niveaux. L'autre grande partie qui nous intéresse beaucoup en formation, on a commencé à tester, c'est un peu ce que vous disiez tantôt, c'est les universités. Tant qu'il n'y aura pas une formation universitaire beaucoup plus solide, même théorique, en pédiatrie sociale, ça va être difficile. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est une formation intersectorielle. La médecine, le droit, le travail social en particulier, donc au moins 3 facultés ensemble qui se réunissent, qui montent un curriculum qui va produire des intervenants beaucoup plus sociaux et intersectoriels qui vont apprendre à travailler ensemble, mais dès les bancs de l'école à l'université. Ça, c'est un grand enjeu, mais on y tient beaucoup. Et comme on est sur le point d'avoir une chaire en pédiatrie sociale universitaire,
c'est sûr que c'est un des enjeux qu'on va pousser, appuyé par la recherche. Donc, on est dans ce niveau-là. Et juste pour terminer, je vais redéfinir la pédiatrie sociale en communauté, qui est très différente de ce qui se fait en pédiatrie sociale ailleurs. Elle est différente de ce qui se fait en Europe avec les amis que j'ai connus, qui m'ont aidé à développer d'ailleurs le modèle pratique de pédiatrie sociale en communauté. En Europe, ce que j'ai compris, c'est beaucoup de type santé publique, santé petite enfance, comme disait Dr. Kohler. Mais c'est des approches de population, il y a beaucoup de recherches là-dedans, etc. Et c'est moins une pratique clinique de pédiatrie sociale en communauté comme on le fait, mais les deux sont complémentaires. Donc, on est différent de ça. On est différent des pédiatres sociales d'hôpitaux qui, habituellement, vont se retrouver surtout en abus-négligence et en médecine légale. On n'est pas ça non plus. On est particulier, c'est la pratique de la pédiatrie sociale en communauté dans un mécanisme intégrateur, comme je l'ai expliqué ce matin, intégrateur entre les enfants vulnérables, les familles vulnérables, leurs besoins de lobos, les déterminants de la santé, leurs droits, et comment, comme mécanisme intermédiaire, on intègre ces concepts-là dans un plan d'action intégré avec les différents établissements qui ne se parlent pas d'habitude, qu'on essaie de réunir autour de notre table. Alors, quand on a réalisé ça, là, il se déploie un plan d'action, toutes sortes d'activités qui, souvent, se font pas chez nous, qui peuvent se faire au CLSC, au centre jeunesse, dans les écoles, à l'hôpital ou ailleurs. Mais nous, on est le moteur, ou le mécanisme intégrateur, et ça prend une expertise particulière qu'on ne trouve pas à l'hôpital, qu'on ne trouve pas nulle part ailleurs. Thank you very much. My experience from teaching social pediatrics stems Justement, de from l'enseignement de la pédiatrie both, sociale provient à la starting fois with young students coming from medical school, les jeunes through étudiants postgraduate qui sont training dans les in facultés de school of public médecine health. ou ceux qui viennent à l'école as nordique we de santé talked about publique. yesterday, Comme nous my en avons parlé hier, mon experience expérience is about the same as was est expressed by un Andrew. petit For peu instance, similaire à celle the d'Andrew, par difference, exemple. the different approaches, Il the s'agit de different notions, the d'approches different différentes developmental stages à that the différentes students étapes are in. développementales important. des étudiants. Et ça, c'est très important. We discussed also Nous avons également after discuté the session après yesterday la that séance d'hier, we agree that le fait, nous students, avons when dit they que come les to medical étudiants, school, lorsque they l'on are parle very des eager facultés on de médecine, learning how ils to veulent treat apprendre, ils sont people, intéressés à how apprendre to comment help traiter people, les gens, comment aider how les to gens, be involved comment in the real participer care of justement people. aux soins réels que l'on children, of apporte aux course. gens et aux enfants, bien sûr. But then Mais ensuite, they are destroyed in medical school donc on les because détruit then dans the les focus facultés is de on médecine, parce qu'après, something on totally se different. concentre It's sur quelque chose more de complètement différent. clinical work and Donc, it's patient c'est and du travail doctor-patient clinique et les relationship. relations It's not so much to patient, look at médecin. the Et d'un social seul coup, il ne aspects regarde and the plus les community aspects aspects or sociaux any ou other communautaires, broader aspects, ou un aspect and peut-être it plus is large. confined to Ils sont the big simplement hospitals. réduits aux grands hôpitaux. They are destroyed by the Ils sont teaching, they are détruits destroyed par by les the enseignements hospitals. qu'ils reçoivent And également then dans when les they hôpitaux. leave, Et lorsqu'ils when partent, they lorsqu'ils leave quittent university as l'université, doctors, they come en tant out que in a médecins, reality ils that se they retrouvent don't dans une recognize from the réalité big hospitals. qui n'est pas And if they celle are des grands clever, hôpitaux. Et s'ils sont and suffisamment recipients, intelligents, which they most of them et are, puis plein d'entre eux le sont, sometimes après un they certain realize temps, ils that réalisent que this is not real life. c'est This pas is la not vraie what vie. we C'est pas this is ce not what we learned pourquoi in nous medical avons schools. étudié dans les facultés We de médecine. need C'est parce qu'on nous a something enseigné. Il nous faut autre And chose. they are starting Ils to look ressentent around. qu'il y a des Where can I lacunes. get more Alors ils essayent de knowledge, voir où more est-ce qu'ils peuvent experience? acquérir Who davantage can I talk d'expérience, to? de connaissances. Who À can qui est-ce I, que je peux parler? Who can I ask for Qui help peut and peut-être assistance m'aider for this? dans And ce some of système. them Et then, certains d'entre eux are happy enough to euh, end up in se or retrouvent approach a school of public health. dans des écoles de santé publique. Since I then came from Et a puisque university, moi je suis venu a également, ils pediatric sont venus department de of the l'université university et to donc a la school of faculté de public health. pédiatrie vers Bringing with l'école me de my santé publique. Et moi j'ai experiences apporté avec moi mon with children, of expérience course. auprès des enfants. I started immediately when I came to this Et school j'ai of commencé public health, immédiatement also lorsque je suis venu dans courses l'école de in santé publique social également un cours pediatrics. sur la pédiatrie sociale. So, and then, since this happened to be a school Et that bon, il s'agit is d'une école owned and run and paid by qui the est une 5 école qui Nordic countries, est donc by their financée par les governments. 5 pays We take nordiques. students Nous acceptons from des all these étudiants countries, we de take 5 pays teachers from the nordiques, et country, des all these enseignants countries, également des 5 pays and we nordiques, bring them together et nous les for réunissons courses.
pour des cours. And we also always mix Nous mélangeons different professions, différentes like, professions, doctors and nurses des and médecins, des dentists and social infirmières, des workers and dentistes, psychologists, des psychologues, veterinarians, des whatever. vétérinaires, des travailleurs sociaux. Have Bon, a foot, or managers, whatever. on a they have a foot into vraiment health. toutes les And we're personnes then qui travaillent focusing on child health. de We manière bring directe ou all indirecte these, dans le domaine de la santé. good people Alors nous together. réunissons ces personnes And when they are very kind to the teachers, they say et that lorsqu'ils about sont très half what we gentils learn donc at envers these les courses enseignants, on va come dire from peut-être you, que teachers. la And the rest moitié come from what we donc are discussing with viennent all the other des people who are coming enseignants here. et You l'autre can partie vient imagine des that personnes if they, qui sont similaires à vous ici. there is a nurse from Alors, vous pouvez par Finland, exemple there voir is a il peut y avoir manager une from infirmière de la Sweden, Finlande, there is a un doctor directeur from de la Norway, Suède, un and there directeur is a ou un nurse, travailleur de la Norvège from, Iceland, ou who une is coming. infirmière de l'Islande. Together, they have Et similar tous problems ensemble, with ils ont des problèmes children's health, similaires well-being, dans le domaine de la santé et and du they bien-être des have, enfants. different, backpack, Et ils have different ont différents experiences, bagages et and they différentes have, expériences avec eux. perhaps different solutions Et also. aussi des solutions différentes. But then when they discuss, Mais they stay lorsqu'ils there, discutent on au sein de campus l'école, for a sur le campus, fortnight or so. lorsqu'ils Then restent à peu près discuss donc, with pour each 2 other. semaines, And et lorsqu'ils parlent it's a entre lovely eux, experience c'est vraiment une for them, expérience and also très for us enrichissante, teachers. mais pour nous aussi, les enseignants, Because pas seulement pour they eux. learn something Parce que totally là, different ils from what apprennent they des choses used to complètement learn différentes de ce que l'on enseigne at habituellement university. dans leur milieu And universitaire they, respectif. not only do they Non seulement learn in these courses, they also ils keep apprennent ces contact choses-là dans les afterwards. cours, mais souvent ils gardent le And they contact can après les cours. continue Et ils starting continuent, projects, ils and they commencent can même des start projets ensemble, activities des together, and they activités travel ensemble, to each ils other. voyagent, They se rendent visit visite each other mutuellement privately or sur un plan professionally. privé ou sur un plan professionnel. And sometimes things happen also. Et I've parfois, il y a been des choses qui attending se a couple passent. of Moi, marriages j'ai and également été à weddings, plusieurs and mariages, des choses comme ça qui se passent aussi lors de ces rencontres. Là, on finit par aller à plusieurs mariages, ça arrive. This is something Mais quite fantastic c'est when quelque you- chose d'assez you get extraordinaire these people who lorsque vous are avez ces personnes experienced, qui ont de but in l'expérience, various, mais dans des secteurs parts, différents but et, they're all focused on qui se children, concentrent tous children's sur les health and enfants well-being. et le And they bien-être all des enfants. come Ça, c'est from- merveilleux. from, Et ils different viennent settings, tous but they donc all also have d'environnements, de milieux experiences, différents, not only mais from aussi the d'expériences university, différentes. Pas but they seulement have des been expériences working in universitaires. Certains ont communities, travaillé au sein des in communautés, counties, in dans all les, state level, different levels. bon, dans les niveaux 4, peut-être de 10, l'État, 15 years. parfois dans So 10, their 15 mean ans. age is something slightly above 40 when they come, Donc when souvent, they, ils ont à peu près la quarantaine. decide to certains, go lorsqu'ils to décident this kind of de postgraduate training. participer à ce genre And then de if they like, formation. continue together, get the master public post-universitaire. health, they can have doctors of public health. I Et have il peut y avoir aussi des had a médecins number en santé of, publique. Moi, j'ai eu un nurses and doctors certain nombre and d'infirmières et de psychologists médecins and aussi, dentists who de have psychologues et de finalized their dentistes doctoral thesis qui, within en fait, child ont health. terminé leur And that's doctorat an dans le domaine de la excellent, santé des enfants, de l'enfance. Et ça, c'est product vraiment un excellent, that on va dire, go back, une excellente then conséquence they ou go back to répercussion. their community, Et ils and reviennent they, ensuite dans leur and then communauté. starting Et à ce moment-là, ils teaching peuvent commencer à and, enseigner promoting the ideas et à that they promouvoir learned, les at idées the, at qu'ils the ont School of Public Health. apprises à l'école And de we santé think that publique that's a very nordique. good, Et nous thing to pensons do, of course. que c'est But, quelque chose, bien sûr, de again, très I would positif. like to of course, Mais à to have nouveau, to have a head start J'aimerais for these thinking vraiment already qu'il and y ait in medical school. peut-être And, que cela whenever I commence have the dans les opportunity, facultés I de try to médecine. talk to Et quand j'ai l'occasion, à people chaque in fois que j'ai medical l'occasion, et je faculties, parle à how important aux it is enseignants dans le domaine de la to start faculté de these médecine, kind combien of c'est important de activities, commencer not cette wait until they activité are à 40 ce odd years, come to niveau-là, the au School lieu of d'attendre Public qu'ils aient Health, 40 ans et but to qu'ils viennent dans give mon this, école à moi, mais insight and qu'il y ait these pu y avoir visions justement ces already when réflexions, they ces are approches, qu'ils soient medical. soumis à ça dans les écoles et les facultés de médecine. Thank you. Dans mon travail depuis mai 2006 et avant de façon non officielle, on voit bien qu'il y a des besoins. Tout le monde travaille pour répondre aux besoins des enfants, que vous soyez médecin ou en travail social ou autre. Et puis, dans les études aux États-Unis, on a démontré qu'il y avait, chaque fois qu'un enfant allait voir un médecin, il y avait 1 ou 2 droits qui étaient bafoués. Logement, ça pouvait être sécurité, insécurité financière, ça pouvait être, en fait, tous les stress toxiques. Et puis, en 89, bien sûr, il y a eu la Convention relative aux droits de l'enfant. En 91, le Canada a ratifié avec plein d'autres pays. Et puis, nous, on a commencé à s'intéresser à ça
avant 2006, avant mon arrivée, bien sûr, là, en centre de pédiatrie sociale. Mais lorsque je suis arrivée, il fallait développer des outils qui allaient pousser l'intervention encore plus loin des intervenants en pédiatrie sociale. Donc, le droit a fait la médiation, le droit a fait qu'on a mis en place le cercle de l'enfant pour répondre à l'ensemble des droits de l'enfant, en concertation, en partenariat réel avec la famille et les intervenants autour de l'enfant, avec l'enfant. Et je me suis intéressée ensuite parce que je suis avec un médecin, puis je suis avocate, donc ça fait l'alliance naturelle entre le droit et la santé. Je me suis dit, peut-être qu'il y a d'autres qui ont fait ce genre de relation-là sans nécessairement être mariés. Mais, et oui, il y a eu plein aux États-Unis, entre autres, je n'ai pas regardé ailleurs, mais aux États-Unis, c'est Medical Legal Partnership for Children, qui a été mise en place par Dr. Barry Zuckerman, un pédiatre presque aussi grand que Jeff. Il a peut-être 6 pieds 6, je ne sais pas. Il est assez impressionnant comme bonhomme. Et il a décidé d'inviter un avocat dans l'hôpital. Et puis là, le conseil d'administration de l'hôpital a dit « T'es fou, ils vont venir nous poursuivre pour malpractice, là, en français, probablement. Là. En tout cas, la traduction va se faire automatique. » Et puis, je me suis aussi intéressée à ce qui se faisait là-bas. Et puis, il y avait la formation qui se donnait au niveau universitaire. Puis, je me disais, intéressant. Et puis, nous, on n'avait pas vraiment commencé à penser à la formation universitaire formelle entre le droit et la médecine. Et on a commencé à regarder ce qui se faisait. Il y a des universités, plusieurs universités aux États-Unis. Et puis, en lisant, je me suis rendu compte aussi qu'en Angleterre, en Europe, enseignent le droit, font des formations de droit dans les écoles de médecine. Et puis, ce que je me rends compte, en fait, c'est que il y a des défis. Il y a des défis énormes parce que les deux cultures, on a parlé de la culture de la médecine, mais la culture du droit du monde juridique est assez importante. Et mettre les deux ensemble, ça fait parfois des schismes. Et oui, même s'ils ont enseigné le droit dans la médecine, ça fait que le fossé culturel s'est élargi même dans certaines expériences. Alors, ils se sont mis à regarder pourquoi il y avait ce fossé, et puis ils se sont rendus compte que la question qu'ils avaient oubliée, en fait, ils avaient posé qu'est-ce qu'on enseigne, à qui on l'enseigne, comment on l'enseigne, etc. Ils avaient oublié pourquoi on enseigne le droit en médecine. Et puis moi, je me pose la question, pourquoi les avocats aussi n'ont pas des cours de médecine lorsqu'on travaille comme procureur de l'enfant ou qu'on travaille en médiation, etc. Et pourquoi pas aller plus loin? Et il y a des expériences, même depuis 1958 aux États-Unis. Ça date, hein? Ils ont eu des projets, ils ont abandonné, ils ont recommencé. Et puis, mais c'est surtout, les projets qui sont développés, c'est surtout les écoles de médecine qui intègrent le droit et mettent maintenant des copartenaires droit-médecine, des équipes pour enseigner. Et puis, c'est surtout pas de l'enseignement magistral, mais beaucoup en pratique. Et puis, c'est ça le défi de deux cultures, mais aujourd'hui, on a le défi, nous, d'intégrer encore plus de disciplines. Donc, en passant de l'intersectoriel, on veut ajouter les sciences sociales. Et puis là, j'entends les ergo, les psychos, etc. Mais pourquoi pas nous?
le défi est déjà très grand entre la médecine et le droit. J'imagine que ça va être énorme avec les sciences sociales. C'est un défi énorme à remonter. Et puis, il y a des universités qui se sont montrées intéressées au Québec. Voilà. Universities arose Les universités sont apparues au Moyen Âge parce qu'on avait l'impression qu'il fallait transmettre le savoir et que apprendre, c'était souhaitable et que si on n'avait pas un mécanisme pour transmettre le savoir, les connaissances, ça demeurerait toujours le choix de... Ce serait réservé à l'élite ou peut-être à des moines avec leurs livres et que cela ne serait pas pour le bien de l'humanité. Donc pour moi, les universités, c'est cela, c'est leur première mission, offrir quelque chose à ceux qui veulent apprendre. Et cela m'amène à penser deux choses. Premièrement, nous accumulons des connaissances donc, pour améliorer l'humanité, pour faire avancer l'humanité. Mais nous reconnaissons aussi qu'il y a des choses qui sont hors de notre portée pour ce qui est d'avoir un monde meilleur. Donc, la pédiatrie sociale, ça a toujours été important, mais au fur et à mesure que le domaine de la santé a évolué, il y a différentes morbidités. Maintenant, les enfants ont toutes sortes d'autres problèmes nouveaux. Et au tournant du XXe siècle, dans les années 1900, par exemple, de quoi les enfants mouraient-ils à cette époque? Eh bien, les maladies infectieuses. Donc, c'était la morbidité des enfants à l'époque. Mais nous avons réussi à trouver des vaccins, mais aussi des mesures sanitaires qui étaient encore plus importantes pour ce qui est de combattre la propagation des infections. Et maintenant, nous vivons à une époque où nous avons les morbidités du millénaire. Et je reviens au fait que les universités existent pour propager le savoir pour le bien de l'humanité. Et les maladies, les morbidités du millénaire, ce que je dis à mes résidents, c'est la sale demi-douzaine, la violence, la maltraitance dont sont victimes les enfants, les maladies mentales, les blessures, l'obésité, la grossesse des adolescentes et les inégalités. Donc, si les universités doivent aider les étudiants à répondre aux besoins les plus urgents de l'humanité, il faut qu'elles se concentrent sur ces problèmes-là qui touchent les enfants de l'époque moderne. Et moi, je vois la chose du point de vue de la pédiatrie, des soins de santé, mais c'est limitatif. On a parlé hier du besoin du partenariat, d'avoir une approche intersectorielle et de la participation donc de différents groupes, de toutes les parties prenantes. Et je pense que c'est très efficace de procéder de cette façon. Je vais citer Harry Potter, si vous voulez bien. Il y a un dialogue dans un de ses livres, il y a Dumbledore, tout le monde connaît Dumbledore, vous avez lu Harry Potter. Les enfants demandent à Dumbledore pourquoi il n'est pas président. Et il dit, je suis plus puissant que le président parce que moi, j'enseigne à la prochaine génération de leaders. Et j'en ai parlé un peu hier, et c'est pour cela que l'enseignement est si important, et de rejoindre les jeunes et parler de ce que fait Gilles aux jeunes, parce que la seule façon d'être en mesure
de résoudre ces terribles morbidités dont souffrent les enfants, c'est en convainquant les nouveaux leaders d'y porter attention. J'ai 47 ans, vous savez, mes enfants disent que j'ai l'air assez jeune pour un gars de 47 ans. Mais mon fils Jack m'a dit l'autre jour, pensait que je célébrais mon 50e anniversaire. Il a dit, ah, tu as l'air jeune pour 57 ans. Mais je pense que les jeunes, donc les gens plus jeunes que moi, vont être ceux qui vont trouver des solutions. Et si on prend le problème le plus urgent qui existe et on le montre aux jeunes, ils vont essayer de trouver une solution tout de suite. Et certains de mes collègues diraient plutôt « Ah, c'est impossible de trouver une solution ». Et les jeunes, eux, vont s'y intéresser. Et c'est à ça que doivent servir les universités. Et dernière chose, pour provoquer peut-être dans mon rôle au sein de l'Académie des pédiatries des États-Unis, nous travaillons avec 70 programmes de résidence en pédiatrie, aussi bien au Canada qu'aux États-Unis, depuis 8 ans. Et on en sait beaucoup sur ce qui fonctionne bien dans ce genre de formation. Et j'espère qu'ici, pendant la discussion en panel, on pourra en discuter plus longuement. Pourrait-on parler un peu plus des obstacles? Parce que Mme Mongeau a parlé des obstacles. Et il y en a peut-être qui sont sceptiques quant à la façon de... Quant à l'existence de ces programmes intégrés, Mme Trudel a parlé du schisme entre la médecine et le droit. Dr. Kohler a dit que les universités et les grands hôpitaux étaient contre cette idée de programme intégré. Madame Mongeau. Donc, je vais vous raconter les 15 premières minutes de cette visite-là. Je suis arrivée là et il y avait à l'entrée un agent qui nous rappelait qu'il fallait se désinfecter les mains, ce que j'ai fait. Et par la suite, je suis entrée dans un lieu, en fait, qui constituait la salle d'attente et j'ai vu qu'il y avait une ligne d'attente. Je vous rappelle que je n'étais pas dans un hôpital, là, j'étais dans ce qu'on appelait auparavant un CLSC. Et on avait indiqué par terre sur le plancher des flèches qui nous indiquaient bien où se trouvait la ligne d'attente. Et je me suis levé la tête et j'ai vu un écriteau et c'était inscrit « Ici, on ne tolère pas les comportements et les propos violents ». Et d'un autre côté, on avait écrit « Attendez votre tour avant de vous adresser à la réceptionniste ». Alors, rendu à mon tour, j'ai donné mon nom sans spécifier que je venais faire une visite de stage, que j'étais professeur à l'université et j'ai dit que je venais rencontrer telle personne. On m'a dit, oui, on va la contacter, lui dire que vous êtes arrivé, et puis asseyez-vous. Alors, la salle d'attente, c'était une salle d'attente comme on retrouve ici, c'est-à-dire que tous les gens étaient placés en ligne verticale. Alors, personne n'était en cercle ni en carré. On était tous là comme une saucisse, un à côté de l'autre. Et personne dans la salle d'attente ne se parlait. Moi, j'ai commencé à me sentir un petit peu stressée en me disant, si moi, j'étais ici pour consulter parce que j'ai un problème avec mon enfant, je serais un petit peu stressée. La travailleuse sociale qui avait été la superviseure de mon étudiante est arrivée, est venue me chercher et m'a amenée dans un lieu où elle a dû faire un code pour faire déverrouiller la porte et c'est là qu'ils avaient les bureaux où ils rencontraient les familles. Et cette travailleuse sociale-là, qui était superviseure, était vraiment une femme charmante. Donc, mon propos n'est pas du tout pour disqualifier les intervenants, mais simplement pour montrer comment les lieux physiques ont une grande importance et peuvent par la suite influencer beaucoup les relations qu'on va avoir avec les familles. Donc, par la suite, au souper, justement, avec mes enfants, j'ai relaté ça. Et je me suis dit, dans le fond, avec le message de « ici, on ne tolère pas les comportements violents », c'est comme si on dit aux personnes que potentiellement, il y a des personnes qui peuvent être violentes ici.
potentiellement, il peut y avoir des voleurs, puisque pour pénétrer dans les lieux où on a des rendez-vous, la personne, l'intervenante, doit faire un code. Ensuite de ça, le message qui est donné très clairement, c'est ici, vous êtes chez nous, mais vous n'êtes pas chez vous. Et l'autre message qui est donné, c'est finalement, ne dérangez pas le moins possible. Dans la même journée, je vais à mon rendez-vous à l'assistance aux enfants en difficulté pour la première fois et j'arrive très tôt. Je me retrouve donc dans la salle d'attente. Je n'appellerais pas ça une salle d'attente. Je me retrouve dans un lieu et il y avait là 2 mères, dont une avec son bébé. Elles étaient debout, elles se parlaient à voix haute. Donc, ce n'était pas une conversation où elles chuchotaient entre elles. Et dans les propos, finalement, je comprends qu'il y en a une qui est une travailleuse du sexe et qui avait comme fini de travailler. La personne qui était là à l'accueil lui demande « As-tu mangé? » Elle dit non. Bien, elle dit « Regarde, il y a des fruits, il y a des muffins si tu veux manger. » Et j'écoute la conversation entre les 2 mères où l'autre racontait que la veille, elle s'était fait rabrouer par son conjoint devant l'enfant. Et à un moment donné, elle m'implique dans la conversation et elle m'offre à manger. Elle me demande si j'avais faim, si je voulais avoir des fruits, tout ça. Et par la suite, là, Julie est venue me chercher et je suis allée à la rencontre. Et ce qui m'a frappée dans ça, c'est que je me suis dit, dans cette situation-là, je voyais vraiment comment, pour ces mères-là, l'AED, c'était une extension de leur maison. Je voyais que c'était elles, en quelque sorte, qui définissaient les règles et les codes de l'entrée en relation avec les gens. Et c'était moi, l'étrangère, qu'on avait introduit dans la conversation. Et je me suis dit, voilà, ça fait longtemps que je cherche une façon d'expliquer à mes étudiants ce que c'est une intervention de proximité. Bien, je vais leur raconter ça. Et je pense qu'on va comprendre d'entrée de jeu ce que c'est une intervention de proximité. Alors, je peux m'arrêter Non, mais ici. j'aimerais que vous évoquiez quand même, parce que ça, c'est intéressant. Ça évoque aussi, d'une certaine façon, la différence de l'approche bureaucratique, peut-être issue des universités, pour créer un CLSC, puis une autre approche innovatrice qui est vraiment intéressante. Bien, si on revient à notre propos qui est justement de décloisonner l'apprentissage et tout ça, vous avez dit tout à l'heure, il y a des obstacles, j'en parlerai. Je pense que ça vaudrait la peine que vous en disiez un mot. Alors, je dirais que pour souhaiter de mettre sur pied des programmes interdisciplinaires, intersectionnels, il faut aimer et penser, entre guillemets, complexe. Il faut souhaiter, comme on le disait hier matin, associer nos esprits ensemble. Or, comme je pense que c'est le Dr Steinmetz qui le disait hier, on s'est égaré en chemin et on a vraiment tendance maintenant à vouloir mutiler le réel par une pensée simplificatrice. Et je vous dirais que la pensée complexe, c'est d'abord être animé, intéressé par un savoir non parcellaire, non cloisonné, non réducteur. Or, les universités sont organisées en départements. On a un département de travail social, on a un département de psychologie, on a un département de sciences juridiques, on a une faculté de médecine, on a une faculté de sciences humaines. Donc, d'entrée de jeu, c'est une logique de cloisonnement et non une logique de reliance. OK? Heureusement, je vous dirais que, par exemple, à l'UQAM, on a un service aux collectivités et au service aux collectivités de l'UQAM, eux, ils ont cette préoccupation-là de reliance. Je pense notamment quand on a voulu mettre sur pied notre formation. Au début, on voulait l'offrir juste aux intervenants de l'AED. Et c'est eux qui nous ont convaincus d'inclure des intervenants, puis ils avaient tout à fait raison, de d'autres organismes. Et ils ont dit, ça va être important que ça soit une formation itinérante, que vous vous promeniez d'un lieu à l'autre dans le quartier. Alors ça, c'en est un obstacle. L'autre obstacle, c'est l'intégration de l'interdisciplinarité. On a tous été formés dans des logiques professionnelles, dans des logiques de corporatisme, qui est centrée sur la défense des territoires professionnels. Alors, je dirais, pour citer quelqu'un, à un moment donné, je m'étais intéressée beaucoup à l'interdisciplinarité. Je pense qu'on est tous des handicapés de l'interdisciplinarité. On est tous formés dans une discipline en particulier. Et il faut donc réapprendre à penser à ce niveau-là. Et je vous dirais que dans le parcours de notre formation, il faut très, très, très tôt
à être formés et pratiquer l'interdisciplinarité parce qu'au bout de quelques années, on a pris des mauvais plis. Et c'est très dur de les défaire. Docteur Julien, votre rêve peut-il se réaliser dans ces conditions-là? Je rappelais l'obstacle professionnel que Mme Mongeau a parlé parce que il est très, très présent, puis je l'ai vécu beaucoup dans les CLSC en particulier, où, comme médecin, les CLSC ont été mis sur pied pour joindre le social et la santé, là, pour ceux qui ne le savaient pas. Et ça ne se réalisera jamais. Il faut être un peu... J'ai travaillé longtemps au CLSC, dans plusieurs CLSC, mais particulièrement au CLSC Côte-des-Neiges dans les derniers temps, de ma présence en CLSC. Et je me souviens pertinemment, je faisais mes cliniques, et là, je me retrouvais tout seul dans la clinique. Alors, je sentais bien l'incapacité que j'avais, finalement, de gérer des problèmes sociaux complexes. Et je devais me contenter de faire ma job de médecin un peu technicien pour soigner les maladies respiratoires, ce qui restait après la vaccination, là, finalement, le peu de maladies infectieuses qui nous restaient. Mais là, je voyais poindre, on appelait ça à l'époque les nouvelles morbidités sociales, ce qu'on appelle les morbidités du millénaire. Là, on appelait ça, il y a 30 ans pratiquement, les nouvelles morbidités sociales. Et personne ne savait trop quoi faire avec ça, mais j'étais coincé avec ça. Puis il y a beaucoup de médecins et de pédiatres qui sont ici en pédiatrie sociale qui ont vécu ça aussi. On est coincé avec ça tout seul dans notre bureau. Là, j'essayais d'avoir une travailleuse sociale, puis c'était impossible. Puis quand j'en avais une, souvent, je me faisais dire, c'est pour ça que je les aimais pas au début, Julie. Ben, c'était un docteur, tu n'as pas d'affaire de te mêler du social. On me disait ça comme ça. Et là, ben, je dis oui, mais on est dans la même clinique, on peut-tu se parler, mais c'était difficile. Même chose avec les infirmières en passant, qui disaient, quand je voulais me mêler du développement des jeunes enfants, que ça leur appartenait, puis c'était pas les affaires du docteur, dans le fond, qui devait se contenter de soigner ces petites maladies. Et c'était frustrant, puis c'est comme ça que je suis un peu sorti de ce système-là, pour travailler un concept, là, c'est là que je veux en venir, que j'appelle de bottom-up, d'aller chercher la connaissance dans les communautés pour les nouvelles morbidités sociales, parce que c'est là que ça se passe. Et si ça se passe là, la connaissance, ça doit être là, elle n'est pas en haut. Et là, il nous arrivait toutes sortes de programmes universitaires ou de santé publique à l'époque, dans lesquels j'ai aussi travaillé, en disant, OK, on vous amène un beau programme pour régler telle affaire. Les DSC amenaient ça dans les CLSC, qui amenaient ça dans la population, puis ça ne marchait jamais, puis ça coûtait une fortune. Donc, l'idée, c'est ce qu'on a créé, dans le fond, c'est une base de savoir qu'on veut maintenant transmettre, qui est la connaissance locale, qui est extrêmement puissante quand on parle de grande morbidité sociale ou de stress toxique, et de remonter ça vers l'université. Ça, c'est la plus grosse barrière parce que les universités ne sont pas habituées de se faire dire quoi faire, finalement. Et ça atteint leur ego. Et si on parle d'une vraie barrière, c'est celle-là actuellement. Mais je suis optimiste parce qu'il y a un mouvement qui se crée, qui augmente cette base de savoir-là, qui a un intérêt public extrêmement fort. C'est pas pour rien que la Guignolée fonctionne bien, que la population nous suit, que les médias nous suivent. C'est parce qu'il y a une base de données-là qui est absolument exceptionnelle, qui fait du sens. Et cette espèce de mouvement populaire-là va éventuellement changer le paradigme, comme les jeunes étudiants, puis j'en ai rencontré plusieurs depuis 2 jours encore ici, vont aussi le changer, parce qu'ils se font interpeller. Et comme dit Leonard, on détruit ce pourquoi ils venaient en médecine. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis souvent, quand je rencontre les étudiants en première année dans des grands groupes, la première chose que je leur dis, mettez à l'abri la petite étincelle qui vous a fait venir en médecine parce qu'ils vont vous l'éteindre. Et c'est exactement ce qui se passe. Il y a une étudiante en médecine tantôt qui m'en a parlé. J'espère qu'elle va intervenir tantôt. À l'hôpital, on ne comprend pas c'est quoi la différence entre un pédiatre social et un travailleur social. Et c'est ce qu'elle s'est fait demander comme question hier. Elle est là, on en parlera tantôt. Mais c'est très révélateur de ce qui se passe. Quand ça vient de la base, c'est pas crédible. Et ça, il faut changer ça. S'il y a un paradigme qu'il faut changer en formation, c'est celui-là. My microphone is out. Anybody wants to comment before we go to the people in the room
briefly about what you heard, Madame Bennett, Monsieur Dr. Kaczorowski? Thank you. Quelques commentaires concernant les obstacles par rapport à la mise en œuvre justement des programmes universitaires. Vous avez justement donné des exemples dans cette approche ascendante. Et je pense que lorsque on travaille avec un système de modèle médical, des données probantes, et puis nous connaissons justement dans le système médical, c'est d'avoir justement donc les voix égales autour de la table qui vont regarder à ce problème sociétal. C'est pas simplement la maltraitance, c'est la négligence, mais c'est le domaine de la protection de l'enfance, quel que soit le nom qu'on lui donne. Mais les éléments de preuve, les données probantes que l'on a, où on montre justement que c'est justement cette norme, et c'est très bien d'avoir justement ces contrôles avec témoins ou à double insu. Nous n'allons pas changer ces situations à moins de justement y inclure la recherche, l'anthropologie, la sociologie, mais c'est toujours difficile, puis on a besoin aussi des médecins. Mais c'est quoi l'envergure du programme, comment on va mettre en place des programmes de prévention, etc. Donc il y a vraiment aussi un véritable défi lorsque l'on regarde les données probantes. Et il faut peut-être l'aborder différemment. Quelles sont les autres approches, les autres perspectives ou angles à partir desquels on peut les aborder, ces questions, avec tous les partenaires, y compris ceux de la faculté de médecine. Alors, les défis dans ce domaine, et pour moi le nom, bon, c'est important. Si je vais voir que la chaire de ma faculté pour développer un modèle de pédiatrie sociale, qu'est-ce que je dois faire dans un hôpital? Alors, je vais donc parler de la pédiatrie communautaire, sociale. Eh bien, il faut définir des principes. Il faut que j'arrive à convaincre les gens avec de bons arguments. Ce serait bien justement que tous les médecins disent ceci, on a besoin de mettre en place une telle approche. Mais ce serait bien, nous passons tous par justement une phase très optimiste et que l'on revoit aussi à échelle internationale en mettant l'accent sur l'importance de la pédiatrie sociale. Et ce qui serait très bien pour moi, c'est, j'ai travaillé avec Jeff Goldhay, donc au sein de l'Académie américaine de pédiatrie. Donc, il y a une bourse qui a été donc adoptée. Je pense que c'est la première bourse en la matière. Donc, et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il a parlé du terme sociétal et non pas social. Et moi, j'ai pas donc assisté à toutes les discussions concernant le langage utilisé, mais il a parlé de cette dimension sociétale parce qu'il parle justement de la justice sociale, la responsabilité ou l'imputabilité sociale. Et je pense qu'on le retrouve tous dans la philosophie, mais c'est verbalisé. Et c'est justement le point principal ici. Donc, c'est la raison pour laquelle il devait avoir ce terme sociétal pour avoir cette bourse de 2,5 millions de dollars du gouvernement américain, qui sera donc mis en ligne en université ouverte pour intégrer justement ce que vous avez fait, Dr Julien. Vous avez déjà des modules en français et je vous encouragerai, si vous pouvez, faire traduire tous vos travaux vers l'anglais et donc le mettre sur en disponibilité ainsi sur ce système ouvert. Donc ce serait intéressant lorsqu'on développe aussi un programme universitaire et une série de cours. Ce serait intéressant de voir intégrer ceci aussi avec les résidents. Et la dernière fois que nous étions rencontrés, on parlait justement de cette question. Et puis donc on venait apprendre, vous savez, aux hématomes, et puis qu'est-ce que l'on pense être donc les modèles médicaux habituels. Alors aux États-Unis, la sous-spécialité de la protection de l'enfance des enfants a été reconnue par la régie américaine donc de pédiatrie. Alors toute cette question dans cette bourse, bon, c'est pas donc un titre que j'aime tellement sur donc la pédiatrie
concentré ou axé sur la maltraitance de l'enfance, mais j'aimerais mieux que l'on puisse avoir la pédiatrie sociale. Moi, quelque chose que je rajouterais aussi, que je vois qui est un des obstacles majeurs, possiblement, et il y a plein de solutions, là, mais ça serait la flexibilité des programmes. Puis maintenant, là, nos exigences du Collège royal, c'est comme une liste incroyable. Donc, je pense que ça fait en sorte que là, il faut faire des stages de pédiatrie, de néonatologie, des stages de soins intensifs pédiatriques. Il faut faire tant de spécialités, il faut faire... Donc, je pense que ça, c'est un des freins qui fait que malheureusement, des fois, c'est difficile d'intégrer la pédiatrie sociale dans notre curriculum, mais je crois qu'il y a des solutions aussi, puis que c'est vraiment important d'y travailler. Là. Fait que c'était le point que je voulais mentionner à ajouter. Puis également aussi, des fois, les cultures d'institution, donc plus c'est gros, plus c'est difficile à changer. Merci beaucoup. Dr. Kaczorowski. Alors, quelques remarques rapides. On a parlé justement des avantages de travailler avec les universités, mais personne ne dirait que les universités sont vraiment des institutions, comme vous l'avez dit, qui ne changent pas rapidement. Moi, j'ai fait une liste lorsque Gilles a posé la question auprès de l'auditoire ce matin. Et on avait donc des gens de la science sociale, de la loi, de la recherche, de l'éducation, de la musique, de la politique, dans la même pièce. Et si c'était à l'université, la discussion serait la suivante. Qui va payer pour le café? Quel président va parler en premier? En fait, les universités ne sont pas en fait mises en place pour avoir une approche intersectorielle ou interdisciplinaire en fait ou collaborative. Donc, ce sont des grandes institutions. Et je pense qu'à Rochester, nous pensons que nous sommes allés peut-être beaucoup plus loin que nous étions auparavant en termes justement de formation dans différentes disciplines. Mais on forme des professionnels de la santé, simplement donc en médecine interne, en psychologie, ou des gens dans les soins infirmiers, par exemple. Donc, nous avons parfois aussi une formation dans le travail social, mais on ne forme pas les gens donc en musique dans nos institutions. Donc, on l'a fait depuis longtemps. Donc, c'est difficile justement de casser ces barrières et pour changer ces cultures. Mais je pense qu'une chose importante, une solution très importante, aussi bien pour les barrières interdisciplinaires et pour ce que nous avons dit en termes des médecins qui perdent un petit peu la perspective, le contexte dans lequel ils ont décidé de devenir médecins. Mais c'était en fait pour être présent dans la communauté. Lorsque je vois les différences de collaboration, lorsque vous travaillez dans des centres communautaires et entre la présence dans les milieux universitaires, moi je dirais que l'essentiel c'est qu'on les sorte de l'université pour qu'ils se concentrent sur les enfants. Et de placer les enfants en premier et de retirer le côté universitaire, politique, économique et de l'art de recherche, etc., pour que ces collaborations puissent se passer vraiment de manière très imagée ou très réelle. Je ne pense pas que ce soit très utile de forcer les gens des différentes professions à se réunir pour dire voilà, maintenant vous devez apprendre ensemble. Je pense que c'est bien mieux de dire de voir où est-ce qu'ils travaillent ensemble, dans les situations où ils ont vraiment besoin de travailler ensemble, de parvenir à leurs objectifs. Un exemple très court. Nous avons en Suède, nous avons des cliniques pour les bébés qui ont été développées depuis 70 ans, c'est-à-dire que tous les enfants amènent leurs enfants dans ce centre pour les vaccins, pour les conseils, pour les examens, pour la santé dentaire et pour la santé mentale, enfin tous les services pour les bébés. Et ensuite, c'est de créer des centres qu'on appelle des centres pour les familles, où les parents ou les mères et les parents peuvent apporter leurs enfants, mais également ils peuvent avoir accès à des travailleurs sociaux, une petite garderie aussi qui est sur place, donc les enfants peuvent venir là si la mère est enceinte. Il y a aussi un centre de santé maternelle également.
Et alors, lorsque l'on parle à ces gens-là, et qu'ils travaillent dans le même domaine, bon, ils viennent d'horizons différents, mais lorsque sur place ils sont réunis, alors à ce moment-là, c'est facile de les faire coopérer, parce que, bon, on ne sait pas exactement ce que vous faites, mais on veut le savoir. Et c'est très facile sur place, dans un même centre, d'offrir des cours de formation, par exemple.